Avant d'être un entrepreneur, nous sommes des êtres humains. Lorsque nous hésitons à entreprendre ou que nous rencontrons des problèmes pendant la mise en œuvre d'une idée entrepreneuriale, cela vient d'abord et toujours d'une problématique humaine. Alors, juste avant de regarder cet épisode de Parcours d'entrepreneur, je vous invite à faire pause et cliquer sur le premier lien en description afin de voir et comprendre ce que je vous propose, afin de passer outre les problèmes humains et toujours performer, même en période de crise. Et maintenant, bon épisode. Abonne-toi. Eh bien, bonjour à vous. On se retrouve pour une nouvelle édition, donc Parcours d'entrepreneur, avec un nouvel entrepreneur que, franchement, j'ai hâte d'entendre son histoire et de vous la partager parce que c'est juste dingue. Il s'appelle Rudolf. Il est physiquement français et en même temps physiquement pas en France. Donc, cette phrase n'a aucun sens, mais vous m'avez compris. Donc, je m'arrête de parler. Une fois de plus, on est des êtres humains avant d'être des entrepreneurs. Et là, on a un être humain, un spécimen bien particulier, un spécimen rare. Rodolphe, est-ce que tu peux te présenter déjà? Merci et bonjour. Merci et bonjour. Tout d'abord, merci Jimmy pour l'invitation. Ça fait plaisir de pouvoir intervenir sur ta plateforme. Donc, je me présente, Rudolf Ouéa, j'ai 35 ans. Je suis, comme tu disais, français, mais physiquement, je suis à Dubaï. Je me suis lancé il y a 5 ans dans l'entrepreneuriat dans les Émirats arabes unis, où clairement, j'ai tout laissé ma vie du passé en France avec une carrière professionnelle dans la finance et en parallèle danseur, où je suis venu m'installer pour lancer ma boîte d'événementiel. Dans un premier temps, acheter des CD qui étaient reliés en fait à tout ce qui était culture urbaine, donc proposer de l'événementiel autour du hip-hop, ce qui en suivait par rapport à la danse, DJing, des événements vraiment liés à la culture urbaine, comme c'était des choses qui n'étaient pas forcément ancrées à Dubaï. Il faut savoir que Dubaï est un pays qui est assez nouveau, qui a une quarantaine d'années. Donc, toutes ces valeurs que nous, on connaît par rapport à la culture urbaine, tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont dans les mœurs. Donc, c'était vraiment ramener quelque chose de nouveau ici dans les UAE. Puis, par la suite, j'ai développé ma marque, mon business qui s'appelle Hip Hop Cardio, où j'ai mélangé en fait le hip-hop avec le fitness en ramenant ma touche urbaine, culture urbaine, mais l'amenant plus avec une communauté qui était beaucoup plus ouverte et qui était plus, on va dire, qui ne connaissait pas forcément la culture hip-hop, mais le fait de l'amener dans la partie, on va dire, fitness, accessible, accessible pour tout le monde. Donc, c'est ce qui a fait voilà, ma marque et mon identité en fait ici sur Dubaï et qui a vraiment pris le dessus depuis 3 ans, plus de 3 ans que j'ai lancé la marque. Donc voilà. Ok. Mais alors, du coup, tu parlais de la finance. Tu faisais quoi exactement et quel est le parcours, j'ai envie de dire, français après le CM2, quoi. Enfin, tu vois, j'exagère, mais Alors, moi, j'ai eu bac ES, après j'ai fait des études, j'ai obtenu un master dans la finance, ok. master en finance à l'ESG. Ok. Pour master plus 5. Une année avant, je pars aux États-Unis en 2009 où je prends une année sabbatique pour perfectionner mon anglais. Ok. Et en parallèle, comme je dansais, donc du coup, moi, New York, c'était l'endroit idéal. Mais c'est Donc, ça public. me permettait de me former, de danser, tu vois, et en parallèle, d'effectuer un stage dans la finance et de me Ok. perfectionner en anglais. Et donc, du coup, suite à cela, je suis revenu en France, j'ai fini ma deuxième année de master. J'ai été diplômé et j'ai commencé à travailler dans la finance en consultant à la défense, donc sur du marché financier, middle office pendant 6 ans où j'étais consultant. Donc, du coup, je travaillais pour différentes grosses boîtes
Ok. notamment BNP, Crédit Agricole, Société Générale, toutes ces grosses entreprises-là. Ok. Et à côté, ben, je dansais. Je dansais, je donnais des cours, je faisais des battles, je voyageais pas mal à l'étranger aussi pour des différents camps, des workshops et tout ça. Et en Ok. parallèle, ben, j'avais cette vie complètement différente, les deux mondes complètement différents, mais qui me permettaient d'avoir une bonne balance pour moi et où je me satisfaisais jusqu'à un certain point où je me suis dit, bon, là j'ai envie d'autre chose et j'ai envie d'entreprendre. Et Alors, malheureusement, c'était pas trop l'endroit où je souhaitais. là, du coup, il y a deux questions. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'entreprendre? Et la deuxième question, c'est pourquoi malheureusement en France, tu ne pouvais pas? Ça a été quoi Euh, en fait, ton truc, tu te dis, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, voilà, faut que j'entreprenne. ouais. Ben, en fait, là, dans l'envie d'entreprendre, ça a été plus une envie, étant donné que j'avais ben, acquis en fait des compétences professionnelles et compétences artistiques qui étaient assez, assez poussées dans le sens où je voulais vraiment atteindre de gros objectifs dans ces deux domaines. Une fois que j'avais réussi à atteindre ces objectifs-là, ben, on a toujours cet appât de ah, maintenant, qu'est-ce qu'on veut de plus? Le next step. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a vraiment animé à me dire, ben, voilà, aujourd'hui, ben, j'ai ces compétences-là, professionnelles, artistiques. Qu'est-ce que je peux en faire maintenant aujourd'hui? Là, il ne s'agit plus de séparer les deux, mais jusqu'à pendant toutes ces années, en fait, ce sont des choses que j'ai séparées. Maintenant, comment je pourrais les assembler et de créer quelque chose en fait de cela. Et donc, c'est de là où est venue mon envie d'entreprendre. Et pourquoi l'étranger, pas la France? Bah, dans le sens où la France m'a donné tous les éléments, tous les outils pour devenir qui j'étais, bah, que ce soit au niveau compétences artistiques et professionnelles. Ok, alors on a eu une petite coupure, c'est des choses qui arrivent et il n'y a aucun problème. Donc, Rodolphe, tu es en train de nous parler de pourquoi tu as préféré partir à l'étranger plutôt que de travailler en France. Quelles ont été finalement peut-être les difficultés que tu as rencontrées en France qui t'ont fait changer d'idée et partir à l'étranger du coup? Ok. Bah, en fait, ce n'était pas forcément des difficultés que j'ai rencontrées, c'est plus une volonté et un constat. Déjà, du fait d'avoir beaucoup voyagé à l'étranger et de voir comment les opportunités qui pouvaient se présenter à l'étranger en étant français. Et notamment aussi ben, l'énergie et la volonté aussi que les gens puissent aussi croire en toi, puissent te donner les moyens. Malheureusement, comme dans beaucoup de pays, en fait, on n'est jamais reconnu vraiment dans son pays tant qu'on n'a pas fait quelque chose ailleurs. Et moi, je l'ai même constaté ça aussi par rapport à la danse, quand j'ai commencé à donner des stages à l'étranger et de voir l'accueil, de voir ben, les gens, la réaction des gens, l'impact qu'on pouvait leur donner, contrairement par exemple quand j'étais en France. Alors, en France, on est vraiment très réservé, on va pas, voilà, quand on sait bien, on va pas trop non plus le dire. Donc, alors qu'à l'étranger, les gens sont beaucoup plus ouverts, il y a une énergie où ben, si tu es bon dans ce que tu fais et tout ça, ben, on va te donner les opportunités pour le faire. C'est des choses que moi, j'ai pas ressenties en France, malgré le fait que j'ai grandi et que je sois né là-bas et que j'ai fait ma carrière professionnelle et artistique là-bas. Ce ne sont pas des choses que j'ai ressenties, donc ce ne sont pas des choses qui me motivaient à rester aussi voilà, pour ces différentes raisons. Donc voilà, ça a été vraiment aussi une volonté de partir et puis de tester ailleurs. Alors du coup, je comprends ce qui s'est passé, plus ou moins, parce que je ne suis pas avec toi, mais dans l'idée, je comprends l'idée. Par contre, c'est pourquoi les Émirats, pourquoi Dubaï plus un autre continent, une autre patrie ou qu'est-ce Alors, pourquoi les Émirats? Parce que je cherchais un endroit qui était en train de se développer, où il n'y avait pas toutes ces choses-là.
ce que je voulais apporter par rapport à ma démarche d'entrepreneur, de trouver un endroit qui est en plein développement et où il n'y a rien de fait. Donc voilà, moi, c'est mon challenge, c'était aussi d'arriver dans un endroit où il y a rien et puis de créer, en fait, d'apporter ma plus-value et ma touche dans cette ascension. Et puis, Dubaï, les Émirats, parce que je commençais à entendre parler des Émirats, je voyais que c'était en plein développement, en plein essor, qu'il y avait aussi l'Expo universelle en 2020 qui était prévue et qui était déjà planifiée, et où on parlait de cette communication déjà 5 ans auparavant. Donc voilà, il y avait plein de choses qui m'ont motivé. Donc dans un premier temps, ça a été de venir voir, de connaître l'endroit, connaître le pays, de voir comment les choses se passent. Et cette dynamique, en fait, m'a beaucoup motivé, c'est-à-dire les gens viennent ici, beaucoup d'entrepreneurs viennent ici, donc on sent qu'on est dans une énergie Ouais, que… on va Ouais, reprendre juste la dernière ouais. fois, ça a complètement coupé. Ah, désolé. Désolé, donc on va refaire ça. Tu disais, tu Ouais. sentais que l'énergie était positive là-bas d'entrepreneur, c'est ça? Voilà, l'énergie était positive au niveau de l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens sont aussi ici pour entreprendre. Oui. Donc, du coup, la dynamique, elle est complètement différente, même si c'est dans différents domaines. Donc, on sent une énergie qui nous élève, du coup, où on se dit, ah, bah voilà, là, en fait, on est dans un endroit où on rencontre le même genre de personnes, de profils, euh, ben, que, que l'on est et je n'ai pas forcément ressenti en France. Ok. Donc, voilà, c'est vraiment des éléments qui m'ont beaucoup motivé pour, Alors, pour entreprendre ici. du coup, ce qui me vient tout de suite, c'est comment ton entourage en France, parce que j'imagine que ta famille, tes amis, peut-être tes très très proches sont en France à la base. Ouais. Comment Mmh. du coup, c'est vraiment l'entourage proche, j'entends vraiment ceux qui sont importants pour toi, ont accueilli cette nouvelle qui consiste à dire je vous aime, mais je m'en vais. Ouais. Ça n'a pas été forcément dans un premier temps compris, euh, notamment par mon entourage proche, notamment ma mère, hein, qui me disait, mais mon fils, tu as fait des études, tu travailles dans la finance, tu as un bon poste, tu fais toutes ces choses-là, et là, du jour au lendemain, tu décides de partir, de quitter la France et de te lancer dans quelque chose de complètement différent. Donc voilà, elle me l'a dit de façon très franc-parler parce que voilà, mais je pense que beaucoup aussi de personnes n'ont pas trop compris. Surtout en fait, à l'époque, les Émirats n'étaient pas aussi connus que maintenant. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de Dubaï avec les influenceurs et tout ça. Donc les gens s'y intéressent et connaissent un peu plus. Mais à l'époque, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi Dubaï? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Donc voilà, c'était vraiment un point d'interrogation pour tout le monde. Et en fait, et là, justement, j'en parlais récemment à des personnes qui me disaient, ouais, mais en fait, tu étais un visionnaire sur la situation parce qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde veut venir à Dubaï, mais toi, tu as pris de l'avance sur tout le monde. Tu n'as pas attendu le Covid et là, tu es installé, tu fais tes choses, quoi. Donc, ouais, mais c'était, voilà, après, on m'a encouragé, hein. Vraiment, mon entourage proche m'a encouragé, mais voilà, jusqu'aujourd'hui, hein, j'ai toujours ce soutien. Et tu les as fait visiter, du coup, j'imagine. Bien sûr, il y a, pas tous, hein, il y en a j'ai ma mère qui est venue, tout ça, qui a vu. Et j'ai toujours eu ce même constat par rapport aux gens qui visitent Dubaï pour la première fois, c'est que ils sont surpris, en fait, parce que avec les médias, ils ont une image que les médias donnent de Dubaï Oui. qui est pas forcément euh, tout ce qui est Dubaï. Donc, c'est souvent des surprises agréables. Et là, on me dit, ah ouais, mais en fait, je comprends en fait pourquoi tu es venu t'installer ici. Et ça va, le coin, le cadre et tout ça, c'est très safe. Voilà, c'est pas forcément ce qu'on te dit, on te parle que dans les médias, quoi. Le côté luxe, 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 luxe. Non, il n'y a pas que ça, en fait.
Oui, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion d'aller à l'époque dans mon ancien parcours également, j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois à Dubaï et c'est vrai que un truc qui m'avait marqué, alors tu me diras si c'est toujours vrai, mais je crois qu'il y a beaucoup de caméras, mais tout est très discret. Tu vois pas la police forcément de manière ostentatoire, mais le moindre truc bizarre, boum, ils apparaissent et ils savent exactement que lui, là, il a fait un truc qui va pas, il a fauté, il a pas respecté les règles. Même quand tu arrives à Ouais, l'aéroport, tu es accueilli, ils sont tous tranquilles. Tu as l'impression d'être, enfin, tout est spacieux, les toits, ils sont à des kilomètres au-dessus de toi. Enfin, tout est, mhm, enfin voilà, il y a vraiment un côté où tu as l'impression de respirer et en même temps, ça reste, comme tu dis, safe, alors que, euh, alors que tu n'as pas l'impression d'avoir, j'ai envie de dire un peu comme en France, là, avec nos histoires qu'on est en train de vivre, on en discutera, mais où tu sens qu'il y a une sorte d'oppression, une de surveillance. pression. Mhm, Tu es en sécurité et du coup, ça m'a donné cette impression que la police sert à vraiment ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire j'ai envie de dire, faire en sorte que la sécurité soit véritablement là et ressentie par la population du Mayotte. Et donc, c'est ce tout à fait. qui m'avait marqué à l'époque. Donc, tu as l'air d'être d'accord avec ça, ça me fait plaisir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, c'est vrai que Dubaï, c'est un endroit qui est très, très safe, où on se sent vraiment en sécurité et où il y a aussi un énorme respect de la police aussi. Tu vois, c'est que, voilà, par exemple, ici à Dubaï, dès qu'il y a la police, les gens savent que voilà, on se tient à carreau. Tu vois, ils ont vraiment ce côté où on respecte vraiment la police et on sait que très bien, ben, là, si il se passe quelque chose, ils sont prêts à, à réagir et à agir. Et comme tu l'as très bien souligné, il y a des caméras de partout. Donc, c'est vrai que ils sont très réactifs à ce niveau. Hmm. Donc, et puis, les gens sont au courant que voilà, on est à Dubaï, on peut pas faire non plus ce qu'on veut. Et donc, il y a une raison aussi, hein, c'est que ben, ils ont aussi des sanctions qui sont assez conséquentes pour tout ce qui est infraction, toutes ces choses-là. Donc, du coup, les gens se tiennent à carreau, ce qui est bien, ce qui fait que cet endroit ben, est safe et bon vivre. Tout le monde, on a dit 80% d'expatriés qui arrivent à très bien vivre Du coup, moi, mélangés. hors Covid, et bien sûr, hors Covid, on aura le temps de parler du Covid, évidemment, mais quand, quand tu es arrivé quand tu es arrivé à Dubaï, donc autour de 2015, si je dis pas de bêtises, Ouais, tu, 2016, ouais. ok, 2016. 2016, quel a été ton plus gros challenge à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu des moments de solitude? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit c'est chaud, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envie de rentrer chez moi. Aïe, là, le début de 2016. Ben, en fait, déjà, avant le départ, il y a une certaine excitation de l'aventure et il y a en même temps un petit frein qui dit ah ouais, mais là, je me lance dans le vide. Je sais pas où est-ce que j'atterris. Je pars vraiment à l'aventure. Donc, il y a ce côté, voilà, après, par rapport à la tâche qu'on a par rapport aux proches, de dire bon bah là je quitte tout et là je pars tout seul en fait. Là il y a personne qui me rejoint. Là c'est vraiment moi, mon sac à dos, mes bagages. Et j'atterris dans le pays et je commence quelque chose de nouveau. Donc oui les difficultés, ben déjà le fait d'être complètement déraciné, d'arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout. En fait on est sans repère. Moi j'avais perdu tous mes repères. La seule chose que j'avais gardée, c'est ben, me dire, voilà, j'ai fait ce choix-là. Il faut que j'aille jusqu'au bout, en fait. Peu importe ce qui arrive, là, je me suis lancé. Je peux pas refaire demi-tour. Donc, oui, il y aura des moments, il y a eu des moments de coup de blues ou de panique à me dire, mais qu'est-ce que je fais là et tout ça. Et après, il y a la raison qui te reprend en disant, non, mais t'as fait ce choix-là. Donc, aujourd'hui, c'est pas le moment, en fait, de te plaindre ou de essayer de voir, voilà, est-ce que j'ai pris le bon choix, j'ai fait le bon choix. Parce que quoi qu'il arrive, la décision a été prise. Il fallait que j'aille jusqu'au bout, en fait. Mais tu y allais, Donc, c'est pardon. comment? Je disais, tu y allais tout seul, tout seul? Ah oui, je suis allé tout seul, tout seul. D'accord. Et j'avais un ami qui était sur place, qui était ici sur Dubaï, mais bon, j'avais
ma compagne qui était en France. Oui. Donc, moi, je partais à Dubaï m'installer et tout ça, et puis elle dans l'optique de me rejoindre par la suite. Mais ouais, dans un premier temps, j'étais vraiment tout seul. Donc, les difficultés, la culture, la langue déjà, dans un premier temps, c'est aussi financière aussi, dans le sens où tu as beau venir avec des économies, mais à Dubaï, tu as la partie où il faut que tu puisses te loger, il faut que tu puisses te nourrir. Et ensuite, il faut que tu puisses lancer ton business. Donc, au niveau de toutes ces choses-là, au niveau notamment de lancer ton business et payer une licence qui va te permettre de te lancer en tant qu'entrepreneur, de partie administrative, des parties visa et tout ça, toutes ces choses-là sont des choses qui sont assez coûteuses. Sans parler là, à partir de ce moment-là, tu n'as pas démarré ton business. En fait, là, après, et là, il faut te faire connaître, il faut que les gens te connaissent et voilà, trouver l'intérêt. Donc, ouais, là, ces parties-là, ces moments-là ont été assez difficiles, assez contraignantes. Donc là, tu as la partie administrative et en même temps, tu dois quand même avoir de l'argent pour te loger, pour manger, pour tout ça. Et Exactement. tu n'as pas de réseau. Je veux dire, tu connais personne. Une personne. Donc, du coup, tu crées ton réseau. Et moi, rapidement, grâce à la danse, j'ai pu, dans un premier temps, créer ce réseau avec des gens que j'avais déjà rencontrés lors de mes précédents voyages, Mhm. où je faisais des petits allers-retours entre Dubaï et Paris. Et étant donné que moi, j'étais dans l'optique de monter ma boîte d'événementiel et vraiment de lancer ça ici à Dubaï, je me suis vraiment connecté directement avec ces personnes-là qui sont dans l'événementiel. Et puis très rapidement, j'ai commencé à organiser des événements plus de type soirée. Donc à Dubaï, qui m'a permis de vraiment développer mon réseau assez rapidement. Et ensuite, par la suite, de me lancer dans un second temps, quoi. Donc, du coup, tu Mais disais. c'est vrai que, oui. Non, vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Mais du coup, c'est vrai que cette étape-là m'a permis de connecter plus rapidement en fait avec les gens ici et me faire connaître plus ou moins. Ok, donc c'est ton savoir-faire dont tu parlais quand tu étais en France, où finalement tu avais un savoir-faire, j'ai envie de dire, qui, oui, ok, mais on va pas te faire de. Lambda. Voilà, Mm, t'étais l'homme parmi les autres hommes. Là-bas, exactement. j'ai l'impression que tu as pu être un petit peu. Ah oui, ok, t'apportes quelque chose qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Et donc, du coup, C'est ça. on va te donner l'opportunité de faire ta propre soirée. Parce que c'est vrai qu'en France, des soirées hip-hop, à l'époque, il y en avait déjà pas mal quelque part. C'était pas. Bien sûr. Ouais. Donc, il fallait trouver un concept. Et ça me rappelle l'époque, parce que bon, voilà, j'ai fait de la danse aussi un peu. Donc, il y avait à peu près un battle par semaine et ils avaient tous des noms différents. C'était, bon, je ne vais pas tous les nommer parce il peut y avoir des vexations alors qu'il n'y en a aucune. C'est juste que tu avais un battle par semaine, un danseur qui avait un nouveau concept, qui se mettait avec un autre, qui truc. Des fois, tu avais même des battles qui se, comment qui étaient en compétition. Donc, du coup, il y en avait un qui disait, bon, bah, je le fais pas parce que sinon, je vais pas avoir tel danseur, tel danseur. Puis après, tu avais le battle qui, quoi qu'il arrive, qui arrivait une fois par an. Et voilà, donc, on aura l'occasion d'en parler ou pas, mais donc c'était assez facile. Alors que toi, tu as fait quoi? C'était des battles, c'était des soirées juste. C'était quoi ton concept de soirée à Dubaï? Alors moi, le concept de soirée à Dubaï, c'est en fait, j'ai relié ce que j'avais fait en France. En France, la dernière année, juste avant de partir, j'avais lancé ma soirée HTBCD où je ramenais la communauté des danseurs avec la communauté des non-danseurs. Donc, sur un concept de soirée où je ramenais je faisais des happenings de danseurs, j'avais des battles et tout ça, en fait, c'était relié dans la soirée. Donc, il n'y avait pas de coupure et il y avait vraiment un mélange du fait que je travaillais dans la finance et que j'étais aussi dans le monde de la danse. Donc, je côtoyais différentes personnes. Je voulais vraiment, en fait, Alors, les réunir au sein d'une même soirée. excuse-moi, pour les gens qui connaissent pas du tout, qu'est-ce que tu appelles un happening? Qu'est-ce qui se passait Ok. vraiment? Qu'est-ce qui se passait dans la soirée? Donc, dans la soirée, j'avais déjà six DJ. Ok. Donc, six DJ où je prenais six guests qui faisaient une performance
de 1 minute pendant chaque heure, où en fait, il y avait vraiment les spots sur eux. Pendant la soirée, il y avait un spot qui est sur un danseur. Boum, ça partait du coup en freestyle. Et ensuite, la soirée continuait. Et en parallèle, j'avais organisé des présélections 2 semaines ou 2 ou 3 semaines auparavant au Lax Studio, où j'avais sélectionné, par le biais aussi des jurys qui étaient à l'époque Joseph Go et Bruce, des danseurs qui allaient faire une performance face au public pendant les sets des DJ. Et les jurys, en fait, éliminaient au fur et à mesure les danseurs jusqu'à ce qu'on ait un vainqueur final. Mais tout cela était dans le déroulement de la soirée. Il y avait pas de coupure. Parce que voilà, moi, l'idée, c'était vraiment que tout le concept et tout ce qui se passait s'enchaîne sans coupure, sans on pouvait être dans la soirée, s'amuser. Et ça faisait vraiment partie, en fait, du spectacle et de cette chose-là. Donc, c'est ce que j'ai fait l'année d'avant. Donc, c'était au club Haussmann. Et du coup, j'avais fait une soirée un peu hip-hop, chic. Toutes ces choses-là, c'était aussi pour avoir du contenu pour proposer aussi à Dubaï. Parce que Oui, parce que là, il fallait bien. parce que là, on est d'accord, tout ce que tu expliques là, c'est que ça se passait en France. Ça se passait en France. Ça se Oui. passait en France. C'est vraiment pour avoir un bagage et de quoi présenter, bah, permettre aux gens de visualiser quand j'arrivais à Dubaï et que je voulais proposer en fait ce type d'événement ici à Dubaï. Donc j'ai mis cela en place. Et oui, et puis du coup, le fait d'être venu à Dubaï, c'est vrai que dans un premier temps, les gens étaient récep- étaient un peu réfractaires dans le sens où Dubaï, ce n'est pas Paris. Les gens, quand ils sortent, ce n'est pas forcément pour aller danser, c'est plus voilà, des gens qui restent sur les tables, m'as-tu vu, et qui sont pas très dans cette culture-là, en fait. Donc, c'était aussi pareil, aussi avant-gardiste d'arriver et de leur proposer ça alors qu'ils n'étaient pas prêts. Alors, du coup, ce que j'entends, Donc, c'est quand même, quand tu as fait ta soirée concept avec les jurys, dont tu as parlé de Bruce, mhm, etc., ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu avais quand même déjà dans l'idée de te dire ça, je ne le fais pas juste pour le faire, je le fais parce que ça va me servir pour mon entrepreneur, mon côté entrepreneur. Donc, exactement, tu as filmé, t'as pris des photos, exactement. il y avait tout un objectif. Ce n'était pas juste pour le kiff et de dire, regardez, j'ai fait. Quoi. Ah non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y avait vraiment, moi, je savais que j'étais sur le départ de Dubaï, mais je voulais vraiment marquer le coup en France, parce que du coup, c'est vraiment en France où toutes les idées sont montées, où j'ai pu évoluer et montrer, voilà, je peux faire ci, je peux faire ça, mais ces choses-là, je vais l'utiliser aussi pour la suite. Alors, du coup, tu disais, tu es arrivé à Hum, Dubaï avec ce concept-là, ils étaient un peu réfractaires. Et à quel moment ça s'est déridé et à quel moment tu es passé du gars qui propose un truc trop novateur à OK, on essaye et ensuite OK, finalement, tu as trop raison, c'est génial. Alors, il faut savoir qu'à Dubaï, quand on se lance dans l'événementiel, il y a beaucoup de boîtes d'événementiel en fait ici. Donc, même si on arrive avec quelque chose d'innovateur, tout ça, le problème c'est de développer son réseau. Et le réseau à ce niveau-là, au niveau événementiel, malgré le fait d'organiser des soirées, ne m'a pas permis en fait de passer à cette étape où là vraiment je suis vraiment à l'aise et je peux vraiment développer ma vision des choses et ce que je voulais, dans le sens où, comme je te disais, c'est que la mentalité ici était pas la même. C'était vraiment qu'il fallait faire un travail d'éducation par rapport à la culture, que les gens aussi se lâchent, aillent en soirée, pas forcément sur des événements, pas forcément pour se regarder, mais pour vraiment profiter du moment. Moi, c'est ce que je ressentais, c'est que par rapport à l'événement que j'avais fait à Paris, les gens sont venus du début à la fin, ont vraiment profité, sont vraiment lâchés, alors qu'ici, Dubaï, c'est vraiment un peu plus dans la retenue. Mhm. Les gens sont un peu plus
voilà, on va pas trop se lâcher, c'est plus du matu, ces choses-là. Donc, ça fait que un concept comme ça, ou avec une essence qui est pure, qui est naturelle, bah, ne va pas forcément, même si c'est quelque chose qui est bien, ne va pas forcément impacter Ouais, ces gens-là. ouais, Donc du coup, ça a pris du temps. Donc, par rapport à mon concept, du coup, j'avais créé vraiment un label HTBCD It's the Beat Cause I'm Digging de la culture urbaine qui rassemblait DJ, danse et artistes chanteurs. Où l'idée, c'était vraiment de faire un parallèle, un pont entre Paris et Dubaï au niveau de différents événements, différentes performances qu'on pouvait prendre. Et du coup, cela, ben, ça a été sur les premières années, ça a été un peu compliqué de lancer ça ici, sachant que ben, personne ne connaissait pas. Donc, clairement, je me rappelle de cette phrase qu'on m'a sortie, c'est Rudolf, c'est très bien ce que tu as fait à l'étranger, tout ça. Respect, c'est fort et tout ça, mais ici, Dubaï, personne ne te connaît, en fait, t'es personne. Donc, en gros, il faut que tu montres, en fait, de quoi tu es capable et de qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter ici pour que les gens aient cet intérêt de travailler avec toi et puis de te donner la chance aussi. Et ça s'est avéré, ça s'est transformé avec Hip Hop Cardio. En fait, quand j'ai commencé à lancer Hip Hop Cardio, c'est qu'en parallèle, je donnais des cours de danse, mais je savais qu'au niveau de la danse et cours hip hop, c'était trop compliqué pour les gens ici à Dubaï et que ils n'avaient pas non, ils n'avaient pas ils sont pas dans l'optique de vraiment prendre des cours de danse pour apprendre à danser, pour se perfectionner. C'était juste quelque chose de, ouais, on veut consommer, on veut s'amuser, ces choses-là. Et donc, le fait d'être déjà dans le milieu event, hip-hop, soirée, du coup, je me suis rendu compte que beaucoup de gens aimaient le hip-hop. Et en parallèle, ben, les gens ici, fitness, ils sont à fond dedans. Donc, j'ai tout juste relié les deux. Et j'ai créé Hip-Hop Cardio, en fait. et Et là, donc là, ça fait une ça- révolution. Là, je ramène. Là, ça crée. Waouh! Tout le monde a arrivé en me disant, ah, mais c'est un truc, c'est génial, c'est quelque chose qui n'existe pas ici. Ouais, c'est intelligent de ta part d'avoir rassemblé les deux. Et notamment parce que moi, déjà de base, aller dans les salles de sport et tout ça, au bout d'un moment, je me lasse. Donc, il y a ce côté danse où, bah, avec le hip-hop, on sollicite tout notre corps et ça demande une certaine condition physique qui est assez importante. Et du coup, le fait de l'amener dans les salles de sport, ça a été quelque chose qui donnait des résultats, qui permettait aux gens de prendre confiance en eux, de se débloquer ben, totalement, de leur faire passer un bon moment, notamment avec tout leur journée de stress, peu importe, ils venaient pendant une heure, ils se défoulaient. Et mine de rien, on a une génération bah, comme la nôtre qui aime beaucoup tout ce qui est old school, hip-hop, ces choses-là. Quand ils sortaient, par exemple, en soirée sur des événements à Dubaï, on entendait bah, des musiques récentes. Mais il y avait pas forcément les endroits où tu pouvais écouter les sons de l'époque, hip-hop, toutes ces choses-là. Et donc, moi, c'est ce que je ramenais. Je ramenais aussi ce côté old school. Donc, Hmm. en gros, je ramenais la culture dans la partie fitness et business, en fait. Ce qui a permis ben, de toucher un plus grand nombre de publics parce que le fait de ramener ce côté hip-hop cardio, ça montre une activité un peu plus fun, un peu plus cool et un peu plus accessible pour les gens. Et notamment, on a vraiment communiqué sur le fait on n'a pas besoin d'être danseur pour venir à la session. C'était vraiment quelque chose de assez simple où on reprend vraiment les bases et que même un non-danseur peut suivre. Voilà, donc c'était vraiment une communication qui était vraiment ciblée là-dessus pour ne pas voilà, effrayer les gens et dire voilà, non mais hip-hop, c'est trop compliqué. Donc du coup, Donc voilà. quand tu fais ça, t'es le seul professeur ou t'as créé, t'as formé d'autres... J'ai ouais, j'ai créé ma team, j'ai monté mon équipe. À l'époque, bah, à la base, je commence tout seul.
Je commence à donner mes cours, je démarche différents endroits. À l'époque aussi, je suis toujours, hein, je suis sponsorisé par Puma, qui me donne aussi des opportunités, voilà, qui me pousse aussi dans ce projet-là, sens, bah, avec tout ce qui est produit, quand j'avais des événements hip-hop cardio, ils venaient ramener leurs accessoires et toutes ces choses-là. Et du coup, rapidement, ouais, j'ai monté une équipe. Bah, ma compagne m'a aussi rejoint 2 ou 3 ans après. Donc, du coup, je l'ai intégré aussi en tant que professeur dans l'équipe. Ce qui était bien, c'est que du coup, ça ramenait le côté ben, instructeur homme, instructeur femme aussi également. Notamment qu'on est à Dubaï et qu'il y a aussi pas mal d'endroits où bah, des femmes veulent qu'un cours soit donné par une femme, pas forcément par un homme. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir cette balance, cet équilibre au sein même des hip-hop cardio avec différents profils de profs qui pouvaient intervenir. Et du coup, ta structure, quand je dis ta structure, tu as ton local ou alors tu interviens dans différents locaux existants dans Dubaï? Alors, j'intervenais dans différents locaux dans Dubaï, notamment différents gyms. Mais avant le Covid, on avait notre local où on donnait vraiment, où on a vraiment développé hip-hop cardio dans cet endroit-là, avec notamment ben, différentes vidéos qu'on postait. On va dire que la plateforme qui était en vogue et qu'on utilise et qui marche beaucoup aussi sur Dubaï, c'est Instagram. Ok. Donc rapidement, en fait, je me suis placé ben, sur ce créneau-là en proposant bah, une activité qui était complètement différente, un des précurseurs d'un mouvement danse fitness ici sur Dubaï qui n'existait pas auparavant. Et du coup, on avait notre local qui était situé droit sur Business Bay. Et aussi, en parallèle, on intervenait dans d'autres salles. Et donc, du coup, la question qui me vient, c'est comme tu l'as annoncé, il y a un truc vite fait comme ça qui est tombé sur la planète. Ils ont appelé ça le Covid, la Covid, le Corona. Voilà. Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as mis en place ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors, moi, bah, tout d'abord, le fait d'être venu à Dubaï euh, il y a 5 ans, c'était aussi pour préparer et pour être en place pour l'Expo 2020. C'est-à-dire me mettre en place, créer mon réseau, lancer ben, que j'ai déjà un certain rendement au niveau de mon business pour être prêt pour voilà, quand l'Expo arrive, ben, juste de te faire partie et d'en faire partie, puis d'apporter ma pierre à l'édifice sur cet événement-là. Donc, juste avant le Covid, ben, c'est les années, on va dire, qui étaient au top avec Hip Hop Cardio. Tout le monde en parlait, c'était révolutionnaire, les cours remplis, bouche à oreille, ça va super vite à Dubaï. Hein. Ici, bah, fait qu'une fois que les choses marchent, les gens voient le visuel, on parle, c'est ce qui permet en fait de vraiment bien développer son business, son réseau. Et notamment aussi, je faisais pas mal d'événements extérieurs. C'est que on faisait des festivals de musique, des concerts, où on faisait intervenir hip-hop cardio. Où là, moi, je prenais certains risques par rapport à ce qu'on me demandait de faire. C'est-à-dire que hip-hop cardio, les gens voient des danseurs, donc s'attendent à ce qu'on fasse une performance de danse. En fait, moi, quand j'arrivais sur le stage, en fait, je faisais danser les gens. En fait, je leur disais, bon, là, c'est pas là, on va pas vous faire un show, c'est que vous allez nous suivre, on va interagir avec vous. Et ça, ben, c'était un pari que je m'étais lancé. Et, au départ, les gens m'ont dit, mais t'es fou, comment tu peux faire un truc comme ça? T'es sur un stage avec des gros artistes et tout ça, on te fait intervenir, on va à un truc spectaculaire, un show de danse. Je dis, ouais, mais moi, j'ai un concept qui s'appelle hip-hop cardio. Moi, l'idée, c'est pas de vous montrer que je sais danser, en fait.
c'est que vous, en fait, vous dansez avec moi. C'est que je vous ramène dans mon énergie, dans ma vibe. Et donc, du coup, ces choses-là ont fait que ben, les gens ont connu Hip Hop Cardio. C'était vraiment quelque chose qui était en plein train de monter. Et là, le Covid est arrivé. Donc, il faut savoir que le Covid, quand il est arrivé, moi, j'étais une des premières structures première structure à stopper mon activité. Parce que dans un premier temps, ça reste avant tout la passion, ça reste avant tout un plaisir, une passion qu'on veut partager aux gens. Et moi, je voulais pas mettre les gens à risque. J'ai entendu ça, je me suis dit, bon, normal, je vais stopper. Euh, je vais stopper en espérant que dans 1 ou 2 mois, ça Et reprenne. là, tu Le un sais, ou c'est deux mois, toujours. il s'est transformé en culot. Ah ouais, ça a été multiplié par 10. Ah ouais, non, mais ouais, Ah, Du coup, ouais, donc, du coup, j'ai stoppé mes cours. Et là, là, je pense que c'est aussi ce, ce facteur d'être dans l'entrepreneuriat et ces compétences qu'on acquiert, c'est euh, comment en fait rebondir. Qu'est-ce que être assez agile pour trouver une solution là par rapport à cette situation. Et moi, en moins d'une semaine après le Covid, j'ai j'ai eu cette idée-là qui m'est venue. C'était de transformer la plateforme Hip Hop Cardio d'Instagram, qui est à la base mon business où je fais la promotion de mes cours, et l'utiliser comme plateforme pour faire intervenir mon réseau de danseurs que je connaissais de France et d'étrangers, pour les faire intervenir sur la plateforme Hip Hop Cardio pour qu'ils donnent des sessions. Donc, dans leur style différent. Pourquoi cela? Dans un premier temps, c'était parce que je me suis dit que on est dans une situation où les gens ont besoin d'entraide. On a besoin d'aider les gens. Là, ok, je suis un entrepreneur, mais il y a le côté humain, il y a le facteur humain, facteur où on se retrouve tout le monde dans une situation qui est qui est folle, quoi. On s'est jamais retrouvé dans une situation comme ça où je me suis dit, là, il faut, Rudolf, mets le côté business de côté et apporte. Essaye d'apporter en fait ce que tu as l'habitude d'apporter, c'est-à-dire bonne vibe, bonne énergie par rapport à travers tes cours, mais là aujourd'hui tu peux plus les donner. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Donc j'ai contacté les personnes, les Cameron, les GPB. J'ai fait différents pôles. J'ai fait un pôle dancehall, un pôle afro et un pôle hip-hop. C'était aussi les Joseph Go, également pour qu'ils puissent intervenir sur la plateforme Hip Hop Cardio. Donc, au lieu de me dire, là, je vais passer sur du online où je vais toucher juste mes membres, les gens de Dubaï. En fait, aujourd'hui, là, tout le monde dans le monde entier, on est dans la même situation. Tout le monde est dans une pandémie. Et pourquoi pas faire bénéficier, en fait, le monde entier plutôt que de juste limiter à faire bénéficier les gens de ton entourage et Dubaï. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé des sessions online avec différents profs internationaux toutes les semaines. Et du coup, voilà, où c'était gratuit pour tout le monde. Où là, j'ai aussi pu permettre, mine de rien, de faire connaître aussi Hip Hop Cardio à travers le monde, parce qu'en faisant intervenir, du coup, ces professeurs qui sont aussi suivis par des milliers de personnes à travers le monde, du coup, les gens, quand ils vont sur la plateforme Hip Hop Cardio, ils se renseignent, ils se regardent, voilà, c'est sur Dubaï, c'est ces choses-là. Et donc, voilà, on avait des gens qui dansaient un peu dans le monde entier, quoi. Et donc, voilà, c'était côté, on va dire, positif et comment on pouvait impacter positivement les choses malgré cette situation-là. d'accord. Donc finalement, malgré le fait qu'il y a eu cette pandémie, tu t'es adapté. Et aujourd'hui, là, comment tu fonctionnes avec c'est toujours la pandémie, donc c'est pas encore terminé. Aujourd'hui, en fait, là, quand je te parlais de ces sessions online, c'était sur les premiers mois. Parce Ok. que, en effet, oui, c'était
voilà, il y a toujours la pandémie, mais c'était les périodes où, à Dubaï, ils avaient fermé les salles de sport, je ne pouvais plus, du tout faire d'activité. Oui, Les choses sont arrangées à partir de septembre, octobre de l'année dernière, oui. où j'ai pu reprendre les cours, mais OK. voilà, avec 50 de capacité, limitée, tout ça, mais voilà, les salles de sport ont réouvert, ce qui OK. m'a permis de reprendre un peu, l'activité. Bien sûr, pas, comme je l'avais laissé puisque après, bah, avec le covid, beaucoup de gens étaient un peu réticents de prendre des cours en groupe. Donc ces choses-là, ces éléments-là. Mais j'ai pu reprendre après l'activité, en physique. D'accord, donc là, Donc aujourd'hui, c'est ça. il y a des jauges, mais aujourd'hui, tu travailles en physique. Aujourd'hui, je travaille en physique, voilà, ouais. Et en physique, là, jusqu'à présent, c'était, pendant 3 4 ans, surtout sur des adultes. Et là, aujourd'hui, depuis, début d'année, j'ai lancé pour les enfants aussi, le Pop Cardio Kids. Super. Donc Du ouais. coup, comment ça s'est passé alors pendant la période là où, avec tous tes profs, etc., que tu avais formés? Est-ce qu'ils sont toujours des salariés, entre guillemets, ou t'as dû les mettre en chômage partiel? Il y a des aides à Dubaï? Comment ça marche? Pas du tout, il y a pas du tout d'aide, à Dubaï. En fait, il faut savoir que, la plupart de mes intervenants étaient aussi, travaillaient en freelance, donc eux aussi avaient des jobs, en parallèle. Et donc du coup, par rapport à l'activité, hip-hop cardio, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait aussi intervenir les profs étrangers sur la plateforme, j'ai aussi tenu à faire, participer mes profs ici à Dubaï. Donc c'était vraiment une espèce d'échange. C'est-à-dire que je reconnais en fait l'influence que, on peut apporter tous ces professeurs à l'étranger, sur des sessions, mais aussi je reconnais aussi que voilà, les profs aussi que j'ai, je veux envie de leur donner aussi cette visibilité sur le monde en fait extérieur et leur dire voilà, on est hip-hop cardio, on a tel professeur aussi, à Dubaï. Aujourd'hui, elle va donner aussi une session et la semaine d'après, bah voilà, vous allez avoir des Cameroun, vous allez avoir des grosses têtes, tout ça, mais ça va vous permettre en fait de voir aussi, différentes personnes. Ok, super. Du coup, j'ai envie de dire, on arrive plus ou moins vers la fin de l'interview. Je te remercie déjà pour tout ce que tu as partagé, c'est vraiment mortel. Oui. Qu'est-ce que ce parcours d'entrepreneur t'a appris finalement? Alors, le parcours qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, déjà, d'un premier temps, c'est malgré les difficultés, de toujours, de ne jamais lâcher, toujours, rester sur ses convictions. Il y aura forcément toujours des hauts et des bas. Ça m'a donné vraiment un très, très fort, mentalement, où je me suis dit que, ben, clairement, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Notamment de, se lancer comme ça, à l'étranger, de venir se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est, mentalement, il faut être préparé et je pensais que j'étais prêt, mais ça même aujourd'hui, hein, ça requiert vraiment, des compétences qui sont vraiment, assez importantes. Donc Donc, et de me dire excuse-moi, c'est les compétences plus humaines ou plus techniques qui sont importantes selon toi? ah humaine, Ouais. humaine, Ok. humaine. Ah oui, mentalement, il faut être solide, hein. Et, si on n'est pas fort mentalement, on peut facilement, oui, craquer Hmm. et abandonner. Mais ce qu'on dit, c'est voilà, l'entrepreneuriat aussi, quand la réussite, c'est aussi ne jamais abandonner et de avoir une capacité aussi à s'adapter, à se développer malgré les circonstances. Voilà, je t'ai donné l'exemple de la situation à la période du Covid, ce que Hmm. j'ai mis en place, mais en fait, clairement, l'entrepreneuriat, c'est ça, en fait, c'est constamment ça. Pas forcément sur des gros événements de ce genre-là, mais c'est constamment, c'est s'adapter, voilà, parce qu'on va toujours tomber sur des obstacles. Et qu'est-ce qui va faire que ben, on va pouvoir surmonter ces obstacles-là et ce qui va nous permettre de continuer de nous développer dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Et, surtout aussi le fait
pas avoir peur de prendre des risques. À la base, c'est pas avoir peur de prendre des risques, de se lancer. Bien sûr, hein, il y aura combien de projets qu'on va mettre en place? Beaucoup. Combien vraiment, vont prendre le jour et vont marcher? Peu, mais en fait, ça fait partie des risques qu'on prend quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on a tendance à regarder toujours, ben, ce qui marche, mais il y a combien de choses à côté qui ont été faites, mais qui n'ont pas marché? Ça, on le voit pas et ça, malheureusement, c'est, le quotidien d'un entrepreneur, c'est Succession projet, d'échecs. projet, projet. Mais oui, succession d'échecs, réussite, échec, échec. Exactement, c'est ça. Mmh. Mais du coup, j'ai une question vraiment qui me vient, qui est toute bête comme ça, mais souvent on dit que derrière un entrepreneur, derrière un succès masculin, il y a toujours une femme qui se cache. Est-ce que ça a été plus facile quand ta femme t'a rejoint? Ah, carrément, bien sûr. Ah oui, là, ça a vraiment changé les choses dans le sens où, bah, le fait d'avoir, son soutien et puis qu'elle soit aussi dans le même domaine que moi, donc qu'elle est aussi, danseuse, chorégraphe, donc elle m'aide beaucoup, elle m'apporte, vraiment, bah, son appui par rapport à mes projets et puis, même pour la vie d'un homme en général, d'avoir, sa compagne à ses côtés sur sur des projets, sur, une vie d'entrepreneuriat, c'est essentiel. Avec tout seul, c'était compliqué, hein. Ah oui, non, mais ok. C'était assez compliqué. Non, Donc, mais ouais, c'est vrai que le fait qu'elle me rejoint, ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a soulagé aussi. hmm. Voilà, mmh, Parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect technique et le fait de se dire, bon, elle fait un peu le même métier que toi, etc. Alors, je me permets, hein, mais il y a de ce que je. Enfin, vu que c'est mon truc, moi, c'est vraiment ça. Le côté humain, c'est la base, quoi. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains et l'être humain, il a besoin de se sentir vivre, il a besoin de se sentir soutenu, il a besoin de se sentir épaulé. Et finalement, bah, dans toutes les histoires que je peux entendre, souvent la femme, en tout cas c'est les hommes hein, qui sont entrepreneurs, la femme a un rôle comme ça un petit peu parfois dans l'ombre, mais en réalité ouais, c'est une sorte de socle. Alors c'est pas que je vais faire l'apologie des femmes, mais mine de rien, c'est voilà, elle nous porte déjà quand on est bébé et elle nous porte aussi quand on est en finale bah, avec elle en couple. Et c'est vrai que ça te quand ça va pas, boum, elle est là, mais attends, mais t'inquiète, tu vois, et puis elle va te remonter le moral juste par sa présence ou juste par un regard. exactement. Et c'est ça que je trouve important de signaler quand même, Mmh. parce que parfois on oublie, on fait nos bonhommes, je me permets de m'inclure dans cette histoire en disant j'y vais, j'ai réussi, j'ai truc, j'ai machin, et tu sais, Mmh, bien sûr. derrière, quand tu as besoin, voilà. Donc voilà, je voulais Non, mettre c'est ça en vrai. avant parce que je sais que, bah, comme tu as rejoint, et tu es un être humain, donc Mmh. Ouais, j'imagine qu'elle t'a apporté et tu le confirmes, donc c'est parfait. Quoi. bien Merci, sûr, bien merci sûr. pour ça. Est-ce que tu aurais un mot pour justement, bon, tu as expliqué ne pas lâcher, mais est-ce que tu aurais le mot de la fin, quelque chose que tu as envie de laisser passer comme message pour, ça peut être pour la personne que tu as eue en CP, que tu as dit que tu n'arriveras jamais à rien, ou ça peut être un truc positif pour les jeunes entrepreneurs ou ceux qui ont difficulté à vivre. Alors, je veux dire, dans un premier temps, ben, soyez en fait sûr de vous quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment un élément qui est, très important d'être, vraiment sûr de soi, de vraiment travailler sur son projet en amont, de, et de ne pas forcément, se lancer parce qu'il y a un facteur extérieur qui fait que, bah, aujourd'hui, ben, voilà, j'ai plus cette chose-là et tout ça, donc je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Pas par dépit, mais vraiment par une volonté de soi-même. Il faut vraiment que ça sorte, que ça soit quelque chose qu'on ressente en soi. Parce que, voilà, je vais te donner cet exemple-là par rapport à la situation du Covid où les gens disent: «Ah, aujourd'hui, bah, j'avais mon taf et tout ça et je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui j'ai plus de travail» ou ces choses-là, par dépit. Malheureusement, ça, je crains que, par rapport à ce genre d'exemple-là, les gens n'aillent pas forcément jusqu'au bout, dans le sens où c'est, quelque chose qu'on va faire par dépit, en fait. Alors que l'entrepreneuriat, ça doit vraiment être quelque chose qu'on veuille vraiment en soi. Donc c'est, vraiment quelque chose qui est très important que j'aimerais beaucoup souligner, Hmm. notamment, parce que j'ai beaucoup de gens qui, veulent aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat,
me dire par rapport à la situation actuelle, et je leur mets clairement, voilà, en alerte en leur disant que oui, il faut vraiment que ça vienne de vous-même. Voilà, moi, mon exemple, c'est que j'ai pas attendu le Covid pour me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose vraiment que j'avais envie de faire. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de continuer aujourd'hui, malgré les difficultés. Parce qu'il s'avère que dans ce raisonnement-là, si on a quelques difficultés, malheureusement, ben, ça peut nous faire abandonner, et c'est pas ce que l'on souhaite quand on entreprend, c'est que tout le monde réussisse, tout le monde croit en leurs rêves, même si on nous dit oh, tu vas pas y arriver, tout ça. Non, c'est faux. Il y a personne peut se dire qui va y arriver ou pas. Il y a seulement toi qui sais avec tes convictions. Crois en toi, donne-toi les moyens et vraiment se renseigner en amont. Mmh. Vraiment se renseigner, faire ce travail en amont de, par rapport à l'entrepreneuriat et tout son projet. Bien développer, bien ficeler son projet avant de se lancer. Super, super Rodolphe. Merci en tout cas pour tous ces mots, Voilà. merci pour ton témoignage, merci pour ces bravo, franchement bravo pour ce Je t'en parcours. prie. Merci, merci, Et puis, Jimmy. Merci pour l'interview. c'est normal. Je mettrai toutes les informations sur dans la description de la vidéo. D'accord, Puis voilà. Et je te remercie et je te dis à très 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 bientôt sur les réseaux, partout. ça marche. Voilà, Avec plaisir. Ben, bon courage à toi. Merci à toi. Bravo pour l'initiative. avec plaisir. Bravo pour ce que tu fais. Et j'espère que ça va pouvoir inspirer et donner la voix pour différents futurs entrepreneurs et différents éléments de personnes que tu as aussi dans tes coachings. Ok, merci. Voilà. Abonne-toi.